connaissances sur le cerveau. En 1904, Pavlov, vous connaissez certainement, si vous vous rappelez de ce que vous avez appris quand vous étiez en 6e, Pavlov sur les expériences sur le comportemental, on commençait déjà à comprendre qu'on a parlé de la technique des ancrages, qu'il y a un lien sur le conditionnement. Donc on commence à travailler sur le conditionnement et on a commencé à travailler bien sûr sur le cerveau avant. En 1930 apparaît l'EEG, donc l'électroencéphalogramme. En 1934, on parle la notion de fuite et d'attaque dans le stress. On commence à mieux comprendre à quoi sert le stress, à quoi sert cette poussée d'adrénaline. Puis, en 1940, neuromédiateurs, on voit un petit peu les signaux neurochimiques qui vont nous permettre de mieux connaître aussi le fonctionnement du cerveau. Et puis, en 1950, il faut savoir qu'on pensait qu'on avait à peu près une certaine quantité de neurones, mais vous avez dû tous entendre ça, à partir de 25 ans, on perd des neurones. Alors pour moi, quand on est 50, c'est pas rassurant. On pensait qu'on perdait un certain nombre de neurones par jour. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, on sait que c'est différent. Et on est dans une période sur le cerveau, on étudie donc les fonctionnements du cerveau, et je pense qu'on est encore à la découverte de beaucoup d'autres choses. On a aujourd'hui des nouvelles techniques pour étudier tout ça, mais on n'est qu'au début, aux prémices. Donc, on a aussi, donc je vais vous passer sur les détails, il y a toute une évolution. Et puis Martin Seligman, qui a beaucoup travaillé sur la dépression, a mis en évidence des notions comme l'impuissance apprise, c'est aussi des notions de comportement, avec des expériences sur des rats. Puis Aaron Beck avec les thérapies comportementales et cognitives, Ledoux qui met en évidence des effets sur l'amygdale, les émotions, etc. Grande avancée avec Giacomo Rizzolatti sur les neurones miroirs. Je reviendrai tout à l'heure plus en détail sur ces données, bien sûr. Là, c'était juste pour vous donner un exemple de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, la diapo que je vais vous présenter maintenant, je pense qu'elle devrait nous être enseignée à l'école, voire à l'école primaire. On va partir du principe que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur de 15e génération. Les données qui entrent dans notre cerveau entrent avec nos 5 sens. V pour visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. D'accord ? Au niveau conscient, il faut savoir on dit globalement que l'on reçoit 2000 millions de bits seconde. Alors, je ne connais rien en informatique, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau inconscient, on peut traiter 400 000 millions de bits seconde. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus performant dans le traitement d'informations au niveau conscient inconscient que conscient. La preuve étant que quand vous arrivez dans une salle par exemple, vous rentrez chez vous, il y a une mauvaise ambiance, personne ne parle, vous le sentez. Il y a des signes sur le visage des personnes que vous allez percevoir complètement inconsciemment. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez les choses. C'est un exemple. Donc, et pour ce faire, eh bien, le cerveau ne peut pas tout traiter. Vous imaginez 400 000 millions de bits seconde, il est obligé d'avoir un fonctionnement pour traiter tout ça. Alors la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire des omissions. Omissions, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas percevoir. Et ça, on le voit très bien pour les femmes qui ont été enceintes. Le jour où vous êtes enceinte, vous voyez les femmes enceintes partout. Avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, vous ne les voyez pas. Le jour où vous avez une nouvelle voiture, vous voyez cette nouvelle voiture partout. Avant, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais vous ne la voyez pas. Donc pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de centre d'intérêt, donc votre cerveau faisait une omission. Ensuite, il fait une deuxième chose, c'est une distorsion. Distorsion, ça veut dire tel événement veut dire telle chose. X égale Y ou X entraîne Y. C'est-à-dire que je donne du sens à un événement en prenant un raccourci. Cet enfant ne mange pas, ça veut dire qu'il n'a pas faim. Peut-être ça veut dire qu'il est malade, peut-être ça veut dire qu'il veut vous casser les pieds pour attirer votre attention. On va donner un raccourci très rapidement. Je croise une personne dans la rue, cette personne ne me regarde pas, car je connais très bien, ça veut dire qu'elle me fait la tête. Peut-être qu'elle ne m'a pas vu. Vous voyez, on va donner du sens en fonction de tout ça. Et puis, on fait aussi, bien sûr, des généralisations. J'ai eu une expérience négative avec un patron. Tous les patrons sont des personnes imbuvables. D'accord ? Ça me parle, vous entendez ça ? Tout, on, jamais, toujours. Tout ça, ce sont des généralisations.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va les mettre dans une case plutôt que dans une autre? Eh bien, tout simplement, en fonction de nos expériences passées, des apprentissages, en fonction de nos croyances. Croyances, c'est ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je crois des femmes, des hommes, de mon travail, bref. Et en fonction des valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, eh bien, on a un référentiel finalement passé. Finalement, le cerveau, quand il reçoit une information, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir ce que vous avez déjà en stock, un peu scanner ce que vous avez déjà en stock au niveau de votre cerveau, et puis il va décider, ben, ça c'est important, ça c'est pas important, ça veut dire ça je ne le retiens pas, en tout cas pas au niveau conscient, etc., etc. Et tout ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, ça va entraîner une émotion, un état interne. Et l'état interne va entraîner un comportement. Ce qui veut dire, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas l'événement qui va se produire, qui va entraîner mes états internes, mais c'est mon interprétation de l'événement. Exemple, si je perds mon travail, si je me dis dans mon interprétation, je me dis simplement, ok, c'est une opportunité pour faire une pause pendant 6 mois, 1 an, je vais refaire une formation, je vais pouvoir me poser, de toute façon là j'étais fatiguée, j'en peux plus, et je vais rebondir. Mon état interne sera complètement différent que si je me dis j'ai 50 ans, c'est fini pour moi, de toute façon, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est ma faute, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas ce que vous vivez qui donne vos états internes, c'est votre interprétation qui va donner les états internes. Et ça c'est important. À mon avis, on devrait apprendre ça à l'école. Alors je donne toujours un petit tuyau d'un point de vue pratique. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va circuler bientôt, qui va bien expliquer tout ça, que je vous encouragerai à partager. Dès que vous avez une émotion qui monte un petit peu quelque chose de désagréable, je vous propose de dire stop et de vous dire je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Alors je ne dis pas que c'est facile au départ. Je me concentre sur les faits, le factuel c'est quoi, et je questionne. J'évite les interprétations. Si ma fille par exemple arrive en retard, j'ai rendez-vous avec elle à 20 h, il est 21 h, elle n'est toujours pas là. Plutôt que de commencer à m'angoisser en me disant peut-être elle a eu un accident, peut-être ci, peut-être ça, je dis stop, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Qu'est-ce qui se passe? La seule chose que je sais, c'est que ma fille devait arriver à 20 h et qu'elle n'est pas là, point. Alors je ne dis pas je ne fais rien, je prends mon téléphone et j'essaie de savoir ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous ne croyez pas que si on faisait ça plus régulièrement, plutôt que partir dans des interprétations, des ruminations, déjà en termes émotionnels, ce serait plus facile à gérer? Déjà, je pense que ça, on aurait dû nous l'apprendre à l'école et s'en servir régulièrement. C'est ce qu'on utilise notamment en thérapie comportementale et cognitive. On utilise vraiment tout ça et on travaille avec les personnes pour connaître leurs interprétations. Ce qu'on appelle en thérapie comportementale et cognitive des biais cognitifs. Parfois, on voit qu'on fait de la télépathie, donc on imagine les choses, on imagine ce que les autres vont penser et même dire à notre place. Ça vous arrive, ça, non? On est juste des êtres humains, il faut reconnaître. Donc ça se travaille et on peut apprendre à faire différemment. Et quand on apprend à faire différemment, eh bien, on est beaucoup mieux émotionnellement et en termes d'efficacité. Donc, on sait au niveau de notre cerveau qu'on a 15 milliards de neurones, dont le rôle est de former de nouvelles connexions. Comme je vous disais, avant, on pensait qu'on perdait des neurones à partir de 25 ans et que c'était fini. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, on perd peut-être certains neurones, mais en tout cas, on peut créer toujours de nouvelles connexions, ce qui nous donne un potentiel énorme en termes d'apprentissage. On sait aussi que le travail au niveau mental est supérieur à celle au niveau dépenses énergétiques, à un travail musculaire. Ce qui veut dire que pour travailler efficacement, on a besoin d'énergie. Je ne ferai pas des liens avec l'alimentation aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais sachez que faire un travail intellectuel, ça demande aussi beaucoup d'énergie, autant que si vous faisiez, je veux dire, un footing pour les marathoniens, vous avez besoin d'apporter de l'énergie. Souvent, le cerveau essaie de s'en sortir sans le conscient. C'est pour ça qu'on a des réflexes automatiques. Parce que le travail conscient, le travail du lobe préfrontal est plus fatigant que l'inconscient. D'où l'intérêt de travailler avec des techniques d'hypnose. Ça, par exemple, quand vous roulez dans votre voiture, vous arrivez chez vous et vous ne vous souvenez plus du chemin, vous étiez complètement ailleurs. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que vous étiez en état d'hypnose.
C'est votre inconscient qui a conduit votre voiture. C'est rassurant, non? Alors oui, c'est rassurant parce qu'en fait, s'il y avait eu une voiture qui était arrivée sur le côté, il vous aurait tout de suite fait réagir. L'inconscient est un peu notre garde-fou. C'est pour ça que qu'on travaille en PNL ou en hypnose, c'est très intéressant de travailler avec cette partie-là. Notre vision du monde est lacunaire. Là, vous venez de le voir, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'une partie des choses. Ici, si on partait en vacances au même endroit, si on vivait les mêmes choses au même moment, vous reviendriez de vacances, vous n'auriez pas retenu les mêmes choses, chacun d'entre nous aurions retenu des choses différentes. Parce que, en fonction, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de nos expériences passées, de notre vécu, on aurait fait des sélections. Ça va? Alors là, je fais appel pour, je sais qu'il y a des enseignants dans la pièce. Si l'élève, l'apprenti, ne donne pas de sens à ce qu'il est en train d'apprendre, eh ben, il y aura beaucoup plus de mal à le fixer. Donc en termes d'enseignement, ce qui est toujours intéressant, c'est de donner du sens aux choses. Et on le verra tout à l'heure avec Magali, quand elle vous parlera de la motivation. Le cerveau ne vise pas les résultats, il va viser les effets. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui veut passer son bac en termes de motivation, eh bien, passer son bac quelque part, c'est pas ça que le cerveau va mettre en place pour le motiver. Par contre, s'il sait que parce qu'il a son bac, il va pouvoir accéder à une école, il va pouvoir avoir une meilleure vie, s'acheter la belle voiture dont il a envie, ça, c'est quelque chose qui va être un facteur de motivation. D'accord? Donc, on en parlera tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment passionnant, c'est la plasticité neuronale. Étonnant, parce que on sait maintenant, avant on parlait beaucoup de zones du cerveau, on en parle encore d'ailleurs, qui sont plutôt destinées au langage, plutôt destinées au moteur, etc. Aujourd'hui, on sait que bien sûr il y a des zones qui sont destinées à ça, mais on sait aussi qu'il y a certaines zones du cerveau qui peuvent prendre le relais quand une zone est détruite. Donc on est en train de découvrir que le cerveau fonctionne beaucoup plus dans une globalité et même avec le corps. Une étude que vous trouverez dans le livre que je vous ai cité, en 1968, 12 cas d'enfants, on a commencé à découvrir tout ça, puisqu'ils avaient le lobe préfrontal gauche qui était détruit, et ils étaient censés ne pas pouvoir parler. Ils apprennent quand même à parler. Donc du coup, les chercheurs se sont posé des questions sur le fonctionnement du cerveau. Ça a été une des découvertes très intéressantes. Et les enfants, notamment, encore plus que les adultes, ont un cerveau hyperplastique. C'est-à-dire qu'il y a des zones de cerveau qui peuvent prendre le relais. Ils vont créer très rapidement des circuits. L'effet du stress sur le cerveau, ça c'est important aussi. Quand un enfant ou un adulte, d'ailleurs quand on parle des burn-out, etc., c'est exactement ce qui se passe, se sent dans l'insécurité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la personne est en alerte permanente. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait quand on est en alerte permanente? Il va décharger un taux de cortisol. Quelle influence ça a sur le cerveau? Eh bien, on va directement aller détruire certaines cellules. Pourquoi j'ai choisi de vous montrer cette diapo? Parce que je travaille beaucoup sur le burn-out, sur la gestion du stress. Un stress permanent peut détruire des cellules. Les personnes qui ont fait un burn-out, souvent on le voit dans mon cabinet, ils ont envie de reprendre le travail très rapidement. Parce que le burn-out, c'est un syndrome d'épuisement. Et souvent, les gens pensent que parce que je me suis arrêtée un mois ou 15 jours, je peux reprendre. Non, on est fatigué, on a du mal à aligner deux pensées, etc. C'est tout à fait normal, c'est parce que, eh bien, si j'ose m'exprimer ainsi, on a pris un coup dans les neurones quand même. Et il faut le temps que ça se reconstruise. Et ça se reconstruit en se coupant du stress et avec des exercices que l'on fait de méditation, de cohérence cardiaque et des ancrages de PNL, on reconstruit. Mais c'est un travail sur soi. Voilà, ça me paraissait important aussi parce qu'on parle beaucoup de ce sujet et beaucoup, moi je vois vraiment régulièrement des gens qui sont en arrêt, qui culpabilisent d'être en arrêt. Bon, la première, je ne m'arrête jamais, mais il faut savoir que quand on subit un burn-out, il faut du temps pour que ça se reconstruise. Et ce n'est pas de la gnognoterie que de prendre son temps. C'est nécessaire. Au niveau de la plasticité neuronale, on sait que l'absence sensorielle perturbe le cerveau. Dans le développement des enfants, en Roumanie, Boris Cyrulnik
a été dans des orphelinats où on avait parqué ces enfants, si j'ose dire, parce que je pense que c'est le terme exact. Les enfants avaient une alimentation correcte. Par contre, il n'y avait aucune relation sociale, aucun câlin, aucune relation sociale. Eh bien, ces enfants avaient une atrophie neuronale, c'est-à-dire qu'on leur a fait des examens, ils leur ont fait des examens, il y avait une atrophie neuronale. Donc, on sait aussi qu'on a besoin de communication, le cerveau est social. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que quelques années après, on a mis ces enfants en famille d'accueil. Un an en famille d'accueil, ces enfants qui avaient vraiment un problème anatomique au niveau du cerveau, d'accord ? Eh bien, un an après, dans une famille d'accueil, avec du toucher, avec de l'attention, avec de l'amour, avec des soins aussi, eh bien, le cerveau est regonflé. Voilà. C'est-à-dire que ces enfants ont récupéré leurs neurones. Vous ne trouvez pas ça génial ? Ça veut dire que, et moi je vais plus loin que ça, en psychothérapie, en thérapie, si on utilise des outils corrects, quelle que soit la vie que vous avez eue, quelles que soient les expériences, on a tous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je ne vous apprends rien, n'est-ce pas ? On a tous vécu des choses plus ou moins gênantes, voire traumatisantes. Eh bien, il faut savoir, avec la plasticité neuronale, on peut recréer des circuits neuronaux qui vont nous permettre d'être dans un état, je dirais, interne beaucoup plus stable et d'être beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense que ça, c'est une révolution à mon sens, parce que ça explique aussi pourquoi toutes les techniques qu'on utilise en PNL, en thérapie comportementale, en cohérence cardiaque, en hypnose, fonctionnent. On a aujourd'hui l'explication de choses qui avaient été observées avant, mais aujourd'hui on a une explication plus scientifique, donc c'est très intéressant. Autre chose, non stimulé, voilà, d'un circuit neuronal avec des neurones, on va parler des axones, des dendrites, ces petites choses qui sont autour, qui créent des liens. Voilà. Et bien par contre, si on n'utilise pas certains neurones, au bout d'un moment, eh bien c'est comme un champ de blé, ça se couche. Ce qui veut dire que c'est pareil, le cerveau utilise un certain nombre de choses, mais si vous ne réactivez pas régulièrement, au niveau des apprentissages par exemple, eh bien comme il n'y a plus d'utilité, le cerveau est très pratique. Eh bien, on n'utilise plus ces neurones, les liens peuvent se détruire. Donc en termes d'apprentissage, c'est très intéressant aussi. Pour qu'un apprentissage fonctionne bien, il va nous falloir donner du sens, on l'a vu tout à l'heure, donner du sens aux choses. Il va falloir un certain nombre de répétitions pour que ça passe dans la mémoire à long terme. Je vous ai mis ça, mais je ne vais pas détailler, simplement c'est pour vous dire que on a vraiment remarqué dans certaines pathologies, après un traitement en thérapie comportementale et cognitive, la thérapie comportementale et cognitive, c'est quoi? Le cognitif, on va faire travailler la réflexion pour se dire, par ma pensée par exemple, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'elle n'est pas utile? Le je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, c'est de la thérapie comportementale et cognitive quelque part. Eh bien, donc le cognitif, c'est travailler sur la logique, la pensée. Le comportemental, on va travailler avec les émotions, avec des techniques un petit peu hypnotiques, tout ce genre de choses. Eh bien, toutes ces personnes qui avaient des phobies, des troubles de panique, des dépressions, qui ont été traitées qui ont répondu à la thérapie comportementale et cognitive, donc la PNL n'est pas de la thérapie comportementale et cognitive, mais ça fait partie, c'est les mêmes outils quasiment. Eh bien, on voit une transformation anatomique au niveau du cerveau. Anatomique, j'ai bien dit. C'est-à-dire qu'on a des autres liens au niveau neuronal, d'autres connexions, donc c'est énorme. Alors, quel est le lien entre la PNL et puis tout ça? Eh bien, ceux qui sont venus en formation, j'en ai vu quelques-uns ici, quand on travaille sur les émotions, on va voir ici, vous avez des émotions quand vous êtes en haute énergie et en basse énergie. Parfois, vous êtes dans des états internes positifs, parfois dans des états internes négatifs. Eh bien, et on passe régulièrement, parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Quand on est plutôt en haute énergie et en émotion positive, eh bien, on va plutôt ressentir du bien-être, du plaisir, de l'extase, et ça monte crescendo, on va avoir de l'euphorie. Quand on est plutôt en basse énergie, mais positive, on est plutôt dans le calme, et progressivement jusqu'à la zénitude, pour vous donner un spectre émotionnel. Quand je suis plutôt dans un état interne négatif, eh bien je vais être dans l'évitement, la tristesse, la déprime, voire la dépression.
Donc là, c'est basse énergie et plutôt négative. Et ici, quand je suis en haute énergie et plutôt négative, c'est plutôt l'agacement, la colère. Donc, on a un cadran émotionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions que l'on utilise, les émotions que l'on vit, ce sont des alertes. Les émotions, on doit les accueillir puisque les émotions nous disent « bouge-toi les fesses », il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un besoin qui n'est pas respecté. Donc, il va falloir savoir accueillir les émotions. Quand on vit, par exemple, les personnes qui ont vécu une dépression, qui sont allées assez bas ici dans la dépression, eh bien, c'est un petit peu comme si vous avez ouvert une porte, comme si vous avez renforcé un circuit neuronal. D'accord ? C'est un petit peu, dans mon cerveau, c'est comme s'il y avait, on va dire, des circuits. Parfois, c'est des nationales, parfois des départementales, parfois l'autoroute. Et en fait, plus j'emprunte un chemin, plus je vais aller renforcer le circuit et j'irai d'autant plus facilement. Alors ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que, d'ailleurs, quand j'ai fait une dépression, le taux de quelqu'un qui a fait une bonne dépression en moyenne de récidive est de 50%. Si j'en fais une deuxième, j'ai encore renforcé mon circuit et le taux de récidive est de 80%. Eh bien, sachez que si j'utilise la méditation en pleine conscience, on a prouvé que 40 minutes de méditation en pleine conscience tous les jours pendant 8 semaines, ce qui n'est pas énorme, eh bien, on modifie anatomiquement le cerveau. D'accord? Ce qui est utile, ce qui veut dire que quand vous êtes ici, eh bien, même quand on est déprimé, etc., on peut reconstruire et on va pouvoir, avec des choses, des méthodes sans médicaments, bon, parfois on a besoin de médicaments, hein, mais en renforçant, je dirais, avec ces techniques, on va pouvoir remodeler notre cerveau, donc c'est énorme. Ce qui veut dire que si régulièrement on a appris à aller là-dedans, eh bien avec les outils de PNL, d'hypnose et d'autres outils, vous allez apprendre à créer des cerveaux, oui, à créer un cerveau, puisqu'on recrée des neurones, des circuits neurologiques qui vous permettront exactement de la même manière à retourner beaucoup plus facilement dans des sentiments de paix, de zénitude, d'énergie, de positivisme, etc. Ça se travaille. Notre cerveau, c'est de la pâte à modeler. Et donc, on a des outils aujourd'hui pour travailler ça. Donc moi, je trouve que ça, c'est très intéressant. Vous en pensez quoi? C'est génial. C'est pas parce que j'ai fait une grosse dépression, c'est pas parce que j'ai une manière de fonctionner aujourd'hui qui me met dans des états internes négatifs qui ne me conviennent pas, eh bien, je peux tout à fait aller beaucoup plus loin. Je peux remodeler tout ça. Alors, des moyens simples, nous, on va enseigner des moyens très simples pour recréer des circuits. Quels sont les moyens très simples qu'on peut utiliser? Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des grands discours scientifiques, c'est d'avoir des outils concrets au quotidien que vous pouvez appliquer. Donc je vous en ai donné un, c'est déjà je ne crois rien, je ne pense rien, je ne sais rien. Vous êtes d'accord? Testez-le. Alors je ne vous dis pas que c'est facile au départ, parce qu'il faut quand même s'entraîner, mais quand vous allez voir que ça vous fait un bien fou, vous allez avoir une réaction émotionnelle qui va être enregistrée dans votre cerveau. Si vous le faites régulièrement, ce sera de plus en plus facile de le faire. Ensuite, qu'est-ce qui va créer nos états internes? Qu'est-ce qui fait que l'on crée nos états internes? Donc on l'a vu, les interprétations. Donc là, on a je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Ensuite, l'attitude corporelle va jouer sur mon état interne. Vous voyez les personnes qui sont dépressives, qui ne sont pas bien, souvent elles sont un peu comme ça. On remarque les gens. Vous avez vu ça déjà? Eh bien, simplement, je ne vais pas vous faire l'exercice parce qu'on est trop nombreux, mais si vous vous mettez debout et que vous redressez votre corps et que vous vous mettez droit, vous avez un effet direct sur votre état interne, d'accord, sur votre émotion. Donc le jour où vous êtes un peu moins bien, eh bien, la posture est très importante. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec une collègue qui est professeure de yoga. Eh bien, je peux vous dire que votre travail sur le corps, quand vous faites du sport, quand vous travaillez l'alignement, ça a un effet aussi sur la psychologie. Un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio a fait une découverte et a parlé des marqueurs somatiques. Qu'est-ce que les marqueurs somatiques? Eh bien, c'est un enregistrement finalement, un lien au niveau de la cellule entre la posture du corps et l'état émotionnel. Si vous voulez creuser là-dessus, cherchez sur Internet les marqueurs somatiques avec Antonio Damasio. Vous savez très bien, vous avez déjà vécu, vous êtes super bien, puis d'un coup vous pensez à quelque chose de négatif et hop, rien ne va plus. Ça vous parle ça? Eh bien,
bien, ce sur quoi vous focalisez votre attention va bien entendu jouer sur votre état interne. Et on peut aussi apprendre, parce que, on le verra tout à l'heure, notre cerveau est toujours dans la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur, et on a un cerveau qui est complètement archaïque. Dans notre cerveau, on a une partie archaïque. Et ce qui se passe, c'est que pour survivre, l'être humain a été obligé de remarquer tous les dangers. Donc naturellement, moi, rien qu'en formation, quand je fais une formation, je dis aux personnes comment s'est passé l'exercice, systématiquement, les gens me parlent de ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. C'est normal. Jamais quelqu'un vient me dire ça a été et après. Eh bien, on réapprend à faire ça. On apprend à penser différemment, à se focaliser sur des choses positives ou sur des choses qui nous permettent d'être dans un état interne positif. Ça va? Donc la pensée, ça se travaille. Et parfois, on va à contresens de nos archaïsmes, si j'ose parler ainsi. Et puis, l'environnement joue sur nos états internes. Alors, l'environnement, aujourd'hui, on a du soleil, c'est super. Donc, le temps qu'il fait joue sur nos états internes. Mais il y a des études où on a prouvé qu'une odeur de chocolat augmente le taux d'IgA chez les étudiants. Et si on plonge ces mêmes étudiants dans une odeur de pourri, eh bien, le taux d'IgA diminue. Vous voyez un peu l'importance? C'est pour ça qu'on a prouvé aussi, notamment à l'hôpital, il y a des études. Alors il y a un livre qui est très intéressant que vous pouvez prendre, c'est Thierry Janssen, un livre de Thierry Janssen qui est, je donnerai tout à l'heure, j'ai perdu le titre. Bref, il a répertorié toutes ces études, des études où on trouve que dans un centre hospitalier, on a mis dans des chambres des tableaux et d'autres chambres pas de tableaux, et en fait le taux d'amélioration de la santé des personnes est plus rapide quand il y a une décoration sympa. C'est intéressant quand même. Ce qui veut dire, mesdames, profitez-en pour faire votre déco, dites à monsieur, c'est bon pour mon cerveau. Allez-y. Ce qui veut dire aussi que, la petite photo sur le bureau de ses enfants, la déco que vous allez faire, le petit truc qui vous va bien, même au bureau, c'est très intéressant de le faire et c'est important. Donc l'environnement est important. Plasticité et apprentissage. Alors, donc la plasticité neuronale, beaucoup pendant l'enfance, on va recréer les circuits neuronaux, bien sûr, mais c'est de la naissance à la mort. Et à chaque fois que l'on connaît une émotion forte, on crée un circuit. D'accord? Donc il y a des périodes effectivement où on crée plus de circuits que d'autres, l'enfance, l'adolescence et les moments d'émotions fortes. Donc ayez beaucoup d'émotions positives, vous allez renforcer vos circuits. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur l'émotionnel, sur la gestion émotionnelle. Parler des neurones miroirs, Giacomo Rizzolatti, alors cette découverte sur le cerveau était complètement fortuite. Giacomo Rizzolatti travaillait sur un singe et il lui avait mis un électroencéphalogramme et il travaillait sur complètement autre chose. Et en fait, il était en train de déjeuner, pour la petite histoire, et à un moment, il a voulu prendre son sandwich. Et par hasard, il a vu qu'il y a quelque chose qui a bipé au niveau du singe. Et en fait, c'était exactement les mêmes zones du cerveau qui s'activaient chez le singe qui regardait que chez lui-même. C'est comme ça. Et ensuite, ils ont étudié, bien sûr, les neurones miroirs. C'est une découverte fortuite. C'est comme ça. Notre cerveau, on va dire, modélise, synchronise les mouvements de l'autre. C'est-à-dire que si je regarde quelqu'un qui joue un cours de tennis, d'ailleurs c'est pour ça qu'en période de Roland-Garros, par exemple, le niveau dans les clubs de tennis en général augmente. Pourquoi? Parce que simplement le fait de regarder le match de tennis, vous activez des neurones miroirs qui activent un peu le même secteur. Non, c'est pas pour ça qu'il faut rester devant votre télé. Non, c'est pas que ça, il faut quand même y aller de temps en temps sur le cours. Et puis aussi, ça va nous permettre d'être dans l'empathie. Ça va nous permettre de reconnaître les émotions chez la personne en face, donc d'être, d'un point de vue social, beaucoup plus efficace. Bref, c'est pareil. Tout ce que je vous donne là, je vais vous donner beaucoup d'informations. Moi, je vous conseille d'aller creuser par vous-même. Ne croyez rien de ce que je vous dis, creusez par vous-même, c'est toujours beaucoup mieux. Donc, voilà pour les neurones miroirs. Notre cerveau est social, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Et on parle de synchronisation. Donc c'est un petit peu ce que je viens de vous dire avec les neurones miroirs. Quand on parle en PNL de la communication et de la synchronisation, amusez-vous. Quand vous êtes à la terrasse d'un café, vous regardez
Les personnes qui s'entendent bien, au bout d'un moment, vous verrez qu'elles font les mêmes gestes au même moment. Sans vouloir, inconsciemment. Si vous êtes dans une salle d'attente, vous abusez, si les gens sont bien, dans une bonne ambiance, vous croisez les jambes, et bien ils vont tous se mettre à croiser les jambes. Les amoureux, il y en a un qui lève son verre, l'autre il va lever son verre en même temps. C'est de la synchronisation qui est en partie grâce aux neurones miroirs. Et c'est aussi les techniques de communication qu'on va utiliser. C'est ce qu'on fait quand ça se passe bien. Et on va pouvoir apprendre à le faire pour créer aussi une relation. Donc ça, c'est la synchronisation. En neurosciences, on a prouvé, on a deux groupes de personnes qui jouent un même morceau de piano. Un joue en imagination et l'autre le joue réellement. D'accord? Eh bien, c'est les mêmes zones du cerveau qui s'activent. Notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Imaginez que vous faites 20 kg de moins, vous allez voir. Je plaisante, mais pas tant que ça. C'est pour ça que l'hypnose, ça marche. C'est pour ça qu'à la Salpêtrière, on fait des pansements des grands-brûlés sous hypnose en leur faisant se focaliser sur des choses anesthésiantes. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Du coup, ça nous donne un potentiel énorme en pratique, en termes de thérapie, en termes de coaching, en termes de beaucoup de choses, en termes d'hypnose, de PNR. On a beaucoup d'outils qui travaillent avec la visualisation et avec cette donnée au niveau du cerveau. Donc, au niveau de la mémoire, on a deux types de mémoire, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Pourquoi je vous donne cette notion aussi? Parce que je pense que ce qui était très intéressant, c'est de savoir, si on travaille sur le comportement du cerveau, que avoir de la mémoire, c'est fabriquer des circuits neuronaux. Qu'est-ce qu'il nous faut pour fabriquer des circuits neuronaux, pour enregistrer des choses au niveau des enfants, notamment des adultes? Eh bien, il faut un stimuli, une émotion forte et de la répétition. Eh bien, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, si, quand vous dites des choses importantes, eh bien, vous créez une émotion forte ça peut être faire rire les gens, ou ça peut être les toucher émotionnellement, eh bien, la personne va retenir beaucoup plus. Si je vous demande où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001, d'accord? Vous savez où vous étiez? Oui. Il y avait une émotion forte, oui, j'ai des frissons avec les pensées. Si je vous demande où vous étiez le 13 septembre 2001, je ne suis pas sûre que vous voyez. Eh bien ça, c'est essentiel. Ça veut dire que pour un apprentissage, un enseignant, si vous êtes capable de faire passer une émotion forte, négative ou positive, eh bien on crée ce qu'on appelle un ancrage et la personne va se souvenir beaucoup plus. Elle va fixer dans sa mémoire à long terme. Et il y a aussi la répétition. C'est pour ça quand on dit que les profs n'ont plus le droit de donner de devoirs, moi je sais bien parce qu'il ne faut pas surcharger les enfants, mais il faut quand même revoir les leçons très régulièrement, sinon ça ne rentre pas dans la mémoire à long terme. Ça va être du court terme, et après c'est plus là. C'est pour ça que moi j'ai rien retenu de tout ce que j'ai appris à l'école. C'est intéressant aussi, c'est de connaître quand même nos capacités. On voit que nous avons des canaux sensoriels, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. On a quand même des sensibilités importantes en fonction de nos canaux. Et connaître nos canaux privilégiés, ça va aussi nous donner une façon d'apprendre beaucoup plus efficace. Sachant quand même que on va quand même toujours repasser par l'émotionnel et par la visualisation. C'est-à-dire que même si je suis plutôt auditif, il y a un moment quand même, il va falloir que je ressente les choses. C'est ça qui va fixer sur la mémoire à long terme. Donc là, il y a beaucoup d'études là-dessus qui sont passées. Et puis, notre mémoire est quand même fragile. Moi, on sait que ce n'est pas un enregistrement définitif non plus, ni forcément précis. On a prouvé aujourd'hui que quand je n'ai plus besoin des choses, eh bien, elles s'éliminent. On l'a vu tout à l'heure. Quand je n'ai plus besoin des données, les neurones c'était la diapo avec le champ blé, d'accord? Et puis, donc si je n'utilise plus, parce que je donne des capacités. Exemple concret, si vous apprenez l'informatique, vous savez, vous laissez tomber l'informatique pendant X temps, vous allez perdre beaucoup de choses que vous avez appris en termes d'apprentissage. Vous êtes d'accord avec ça? Pour les langues, c'est pareil. Alors après, effectivement, quand ça a été appris assez longtemps, en réactivant les neurones, ça va revenir, mais sinon, on perd des capacités. Donc c'est pour ça qu'en termes d'apprentissage, toutes ces données sont très intéressantes. Et on peut aussi se créer des faux souvenirs.
C'est pour ça que quand on travaille en thérapie, par exemple, il faut faire très attention à des gens qui peuvent vouloir revenir dans le passé pour aller chercher des raisons, etc., etc. Eh bien, Boris Cyrulnik, dans son dernier livre, dont j'ai oublié le titre, explique simplement. Donc Boris Cyrulnik, c'est une personne, c'est un scientifique qui a beaucoup travaillé sur les neurosciences, qui a des livres très accessibles et très professionnels. Explique que quand il était enfant, il faisait partie d'une famille juive. Toute sa famille a été prise et il s'est retrouvé dans une situation où il avait mémoire, dans une certaine situation, d'une infirmière qui l'avait aidé. Et comme il travaille beaucoup, lui, sur la résilience et sur tout ça, il est allé enquêter, adulte, etc. En fait, il s'est rendu compte que cette infirmière n'a jamais existé. Son cerveau, pour pouvoir le sauvegarder de cette douleur, eh bien, son cerveau a créé ça. Donc on peut se créer de faux souvenirs. D'accord? Pourquoi? Pour nous protéger. Et parfois, je parlerai de la cohérence subjective. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. La cohérence subjective, c'est quand j'ai vécu quelque chose, il faut absolument que ça ait du sens. Le cerveau veut que ça ait du sens pour l'être humain, sinon ça ne tient pas. Eh bien, on va créer parfois des faux souvenirs pour donner du sens, pour assurer sa cohérence subjective. Un exemple très concret qui va certainement parler malheureusement à certains d'entre vous. Vous vivez avec quelqu'un, tout va bien, puis un jour, tout va mal, vous divorcez. Et bien, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne se souviennent que des mauvaises choses que vous avez pu faire, ou on a l'impression que pendant 30 ans, pendant 20 ans, ça allait bien, mais on a l'impression que ça a été que la misère. Parce qu'il faut donner du sens. Donc les personnes vont oublier tous les bons moments avec la personne pour donner du sens et ne retenir que ce qui n'allait pas. Eh bien, c'est créer sa cohérence subjective. Et quand les gens sont là-dedans, vous pouvez essayer de dire ce que vous voulez, parce que pour eux, c'est vrai. Vous oubliez tout le reste. C'est une façon de fonctionner du cerveau. Votre cerveau nous protège. Ça va? Apprendre, c'est donc se souvenir, percevoir, connaître ses préférences de mode de perception, je vous en ai parlé, donc les canaux sensoriels, c'est intéressant. Être attentif, alors ça c'est important, puis alors on est dans une généralisation où être attentif, ça devient difficile, puisque aujourd'hui, je veux dire, on est dérangé par le téléphone portable, si on le laisse nous manipuler. On va être dérangé par, si on ne gère pas, si on ne sait pas gérer son temps, le moindre mail, on va le regarder, ce qui fait que ça va nous perturber. Aujourd'hui, être attentif, ça demande un travail sur soi. Vous êtes d'accord? Vous voyez ça dans les... Il faut donc apprendre à être attentif. C'est pour ça qu'avec le mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui, avec tous les outils que l'on a, eh bien de plus en plus, la méditation en pleine conscience, le yoga et toutes ces techniques se développent. Et je pense que c'est vraiment très important. Donner de la valeur, on l'a dit tout à l'heure, si ce que j'apprends a de la valeur, ça va créer de la motivation, on le reverra plus en détail avec Magali ce soir. Et puis, action, passer à l'action. Passer de la connaissance à la compétence, ça passe par l'action. D'accord? C'est pour ça que dans les cours de PNL, j'ai mis ce qu'on appelle un programme d'intégration pédagogique. C'est-à-dire que on apprend beaucoup de choses, mais je demande aux personnes de focaliser pendant une semaine sur une chose. Une semaine, je vais me concentrer sur la reformulation. Une autre semaine, je vais me concentrer sur l'écoute active. Et c'est en pratiquant, et c'est en observant les résultats de votre pratique que ça s'intègre dans la mémoire à long terme. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, quand on veut apprendre, il faut se souvenir, percevoir, être attentif, donner du sens à ce qu'on apprend et pratiquer, répéter et avoir une émotion. Ça va? Si vous faites tout ça, normalement, ça rentre. Hein. Différents types d'apprentissage. Le mimétisme, donc c'est effectivement cet apprentissage par synchronisation. On apprend beaucoup par modélisation. Essai-erreur. J'essaie quelque chose, je constate que ça ne va pas, à condition de prendre le temps, on le verra aussi avec la technique des objectifs avec Magali ce soir. Il y a des gens qui n'avancent pas parce qu'ils vont faire des erreurs, mais ils ne tirent aucun apprentissage de ça. C'est dommage. Il faut apprendre de nos erreurs et de nos réussites. Et pour ça, il faut quand même prendre le temps de se poser et de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a donné? Quels en sont les résultats? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que vous prenez le temps aujourd'hui de le faire? C'est super important.
et même pour les enfants à l'école et dans la vie professionnelle. On court, on court, on court, on court. Si on prend le temps de faire ça, on va gagner beaucoup plus de temps finalement. On va gagner de la qualité de vie. Et là, il faut désapprendre pour apprendre. Ça veut dire quoi? Comme vous l'avez vu dans la première diapo, votre cerveau cumule des informations dans votre passé, expérience, apprentissage, etc. Et il va trier les informations par rapport à votre vécu passé. Ce qui fait que si vous avez des croyances sur quelque chose, eh bien ça va sélectionner l'information. Donc parfois, et d'ailleurs la meilleure posture quand vous venez en stage, c'est de partir du principe que vous ne savez rien. Et là, vous serez dans la meilleure posture pour apprendre, puisque le cerveau va faire beaucoup moins d'omissions. Et ça s'appelle donc l'allostérie. Voilà. Comme ça, moi j'ai appris un nouveau mot en même temps que vous, donc ça fait plaisir, je vous le dis. Voilà. Étudier en écoutant de la musique, ça va pas faire plaisir à vos ados quand vous allez rentrer à la maison ce soir. Sachez qu'il y a une étude qui a été faite sur des élèves de 6e. Ils ont donc fait leur devoir, et ceux qui ont écouté dans le silence, pour 67% des cas, ils se le rappellent. Ceux qui ont étudié dans les variétés françaises, j'ai dit française, mais ça pourrait être autre chose, d'accord, c'est pas le français qui perturbe. 42% seulement d'acquisition, et ceux qui ont un fond sonore d'émissions télévisées, 37%. Vous voyez qu'on est quand même bien perturbé par les 5 sens et par les éléments externes. Donc, par contre, ça ne joue pas du tout quand on est dans de la créativité, dans des travaux manuels. Ça, il n'y a pas d'interférence entre le taux d'apprentissage, le taux des éléments retenus et ça. Alors l'impact de la visualisation, on en a parlé, mais je vais vous montrer ça quand même, parce qu'on utilise beaucoup l'impact de la visualisation pour travailler en préparation mentale, par exemple pour les sportives, mais pas que, en motivation, pour préparer un examen, par exemple, c'est énorme. On va beaucoup travailler en visualisation, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Autre chose, au niveau du social, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que quand on se sent rejeté, c'est pour ça que quand je parlais de communication, de management, de reconnaissance, c'est aussi essentiel, on sait que quelqu'un qui se sent rejeté, donc une souffrance psychologique finalement, active les mêmes zones cérébrales que la douleur. Vous voyez ? On active les mêmes zones cérébrales que la douleur quand on se sent rejeté, quand on ne se sent pas reconnu. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir en termes de management, et en termes de relations d'ailleurs, interpersonnelles. Je peux porter attention à quelqu'un de différentes manières, en positif ou en négatif. C'est-à-dire porter mon attention sur ce que la personne a bien fait, ou porter mon attention sur ce que la personne a mal fait. D'accord ? Eh bien, au niveau des marques d'attention, on sait que je préfère des marques d'attention négatives que rien du tout. C'est pour ça que parfois, je suis maman aussi, je rentre à la maison le soir, si j'ai le boulot en tête, la cuisine, le machin, vous pouvez avoir un enfant qui va vous prendre la tête, vous casser les pieds jusqu'à avoir la fessée pour attirer votre attention. Parce que la fessée, c'est mieux d'être ignoré. Parce que lui se sent ignoré. Par contre, si vous prenez, même si c'est 10 minutes, mais sans parler à papa, sans parler aux autres, en tête à tête avec lui, à partager un moment, il y a de fortes chances que vous passiez une bien meilleure soirée. Parce qu'après, il a eu sa dose et vous pourrez passer à autre chose. Ça, c'est, je pense qu'on est dans un système où on court. Ce genre de choses, c'est important, pas l'oublier. C'est pour ça aussi que dans les cités, on préfère détruire une voiture plutôt qu'au moins on existe pour quelque chose, plutôt que de ne pas être reconnu. Sachez aussi qu'il faut 10 fois plus de marques d'attention positives pour une négative. C'est-à-dire que quand vous avez mis une trace émotionnelle négative chez quelqu'un par une réflexion volontaire ou pas volontaire, ne pensez pas que parce que vous dites « excuse-moi, je suis désolée, je ne pensais pas vraiment », c'est fini. Non, c'est ancré. Et vous allez... Alors sortez les rames. Il en faut 10 fois plus de positif pour une négative. Même si la personne qui a subi a une bonne intention et veut vous pardonner. Émotionnellement, c'est là quand même. Donc sortez bien les rames. Et vous vous dites, c'est normal. S'il y aura encore des traces. Ensuite, eh bien, elles sont gratuites et inépuisables, les marques d'attention. Pour une fois qu'on ne paye pas. Il ne faut pas dire, notre gouvernement, il risquerait de nous imposer là-dessus. On n'en parlera pas, ça reste entre nous. Donc, gratuite et inépuisable, et chacun son type préféré. Je vous conseille un livre qui s'appelle Le langage de l'amour de Gary Chapman. Donc,
C'est un livre qui devrait être aussi diffusé à grande échelle, puisqu'on parle justement des marques d'attention auxquelles on est sensible en couple. Il existe aussi pour le travail, hein, dans un autre style. Certaines personnes vont être sensibles aux mots doux, les auditifs, les mots gentils. D'autres vont être sensibles plutôt au service rendu. D'accord? D'autres vont être sensibles aux moments de qualité. D'autres vont être sensibles au toucher. Voilà. Et le cinquième, je ne l'ai plus en tête. Les cadeaux. Voilà. Alors vous voyez, si vous êtes en couple et que vous êtes sensible aux cadeaux, vous allez faire beaucoup de cadeaux, mais vous n'allez pas toucher la personne. Et bien, la personne ne va pas se sentir aimée. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc c'est intéressant, et souvent on pense que l'autre fonctionne comme nous. Donc c'est intéressant de savoir comment nous on fonctionne, de quoi on a besoin pour être bien, et aussi comment notre partenaire fonctionne. Partenaire, mais enfant, collègue, etc. Alors ce que je vous disais, ce que je cherchais tout à l'heure, effectivement le cerveau travaille douleur, plaisir. J'évite le plaisir, j'évite la douleur par contre, excusez-moi, et je recherche le plaisir. Ça veut dire qu'on utilise nous ces données en accompagnement. Parce que ça veut dire que ça dépend où vous mettez le plaisir et vous mettez la douleur. Le mannequin qui veut absolument faire 50 kilos, eh bien il va trouver plus de plaisir à repousser le gâteau parce que c'est son job, etc., que madame qui va trouver plus de plaisir à manger le gâteau que de faire 55 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon comportement va être lié à ce à quoi je donne de la douleur et ce à quoi je donne du plaisir. Et on travaille aussi avec ça sur le comportementalisme quand on travaille sur la thérapie ou d'autres choses, ou du coaching. Ça va? Donc ça c'est intéressant. Et puis la deuxième chose c'est réaction s'éloigner d'eux. Le cerveau, notre partie archaïque de notre cerveau, qui est toujours bien existante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup fonctionné dans la fuite, dans la recherche du danger. On scanne tout ce qui peut être dangereux pour pouvoir survivre. On a toujours ça là, quelque part. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus facilement voir ce qui ne va pas, etc. Donc ça c'est intéressant aussi de le savoir. Donc on est quand même d'abord, et ce qui est intéressant c'est que ça prend le dessus naturellement, plus sur l'observation de ce qui va bien. Donc on a vraiment un travail à faire sur nous pour être dans le mieux-être. Parce qu'on a une partie de notre cerveau qui est encore très archaïque. Ok? Donc quand on vous dit arrête de ruminer, tu t'en fais pour rien, vous dites mais ça c'est mon cerveau archaïque, ça va. Je passe à autre chose. Ok, bon la gestion des émotions, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a vraiment un vrai travail sur la gestion des émotions qui viendra dans les autres conférences. Mais effectivement, quand vous êtes dans un état émotionnel négatif, c'est le cerveau limbique qui prend le dessus et vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas enregistrer. Donc la gestion des émotions, c'est aussi utile pour l'efficacité, tant pour les enfants que pour les adultes. Si vous êtes dans un état, si vous êtes stressé, c'est beaucoup plus difficile de fixer les informations. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour modeler notre cerveau comme on veut? Donc en fonction de la neuroplasticité du cerveau, la visualisation, les données des neurones de mémoire, la relation corps-cerveau, les techniques comme la méditation, l'hypnose, la PNL, la thérapie comportementale et cognitive, le fait de savoir que les neurones non stimulés disparaissent, le fait de déjouer les interprétations de notre cerveau, je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien, ou des techniques cognitives en thérapie, eh bien on peut vraiment remodeler notre cerveau. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. 5 conditions pour fabriquer des neurones, pour continuer à fabriquer des neurones. Se nourrir de complexité, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'apprendre régulièrement. Ça, c'est une première chose. Éviter la pollution visuelle ou sonore, c'est-à-dire être concentré quand on travaille. Deuxième chose. Éviter l'usage chronique des psychotropes. Si vous devez prendre pour dormir des choses pour dormir, je vous conseille de faire un travail sur vous pour vous en débarrasser, parce que ça abîme les neurones. Certains produits plus que d'autres. Donc ça vaut le coup d'essayer d'autres méthodes comme l'auto-hypnose complètement autonome ou d'autres choses, du yoga ou ce que vous voulez. Ça vaut le coup de vous libérer des psychotropes et de retrouver un sommeil parce que vous abîmez votre cerveau. Voilà. Parfois on est obligé, attention, tout est relatif dans ce que je dis.
quand on traverse une période très difficile, n'allez pas culpabiliser de devoir prendre un traitement. C'est ok, il n'y a pas de problème. Par contre, si on s'habitue à ça et que ça dure dans le temps, il y a un moment où ça peut être intéressant de dire, là, j'ai un travail. Ça, c'est avec un médecin qu'il faut faire ça. Mais sachez qu'il y a d'autres solutions. Pratiquer une activité physique, notre cerveau a besoin d'oxygène. Ça aussi, ça entretient le cerveau, pas que les muscles. Pas que les muscles. Boire de l'eau. On a besoin de beaucoup d'eau. En période d'études, d'examens, etc., vraiment, il faut boire beaucoup d'eau. Donnez de l'eau à vos enfants, dites-leur de boire, buvons beaucoup d'eau, puisque ça permet vraiment aussi de mieux fonctionner au niveau neuronal. Évitez l'isolement psychique, parce que notre cerveau est social. On a besoin d'échanges sociaux. Pour les personnes âgées qui sont seules régulièrement, ou si dans des périodes où vous vous sentez seul, c'est important de garder un lien social. Ça, c'est vraiment essentiel justement pour la stimulation du cerveau. Voilà. Je reviendrai tout ça là-dessus plus tard. Donc ici, c'est le programme. Donc, je fais des liens, bien sûr, entre la PNL et tout ce qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on apprend quand on fait un stage de base PNL? Eh bien, on apprend comment on atteint un objectif avec tout ce que vous venez d'apprendre. On utilise ça. Comment fonctionne notre cerveau, comment on gère ses états internes. On apprend la technique notamment de l'ancrage pour retrouver un état interne positif en quelques minutes. On va apprendre à mieux gérer les conflits. On va apprendre comment passer d'un nœud relationnel à une boucle relationnelle. Pour ceux qui seront là cet après-midi, on le verra aussi aujourd'hui. On va se projeter dans l'avenir pour donner du sens aux choses. On a vu que le sens est très important. On va travailler sur l'impact des valeurs et la mise à jour des valeurs. Et surtout, on va faire 70% de pratique parce que c'est comme ça que ça rentre. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.